La décision est tombée le 2 avril 2024 après une impatience générale des Camerounais. Le recrutement du sélectionneur et des responsables chargés de l'encadrement technique et administratif et médical de l'équipe nationale senior de football masculin. Le Belge Marc Brice a été désigné entraîneur-sélectionneur sur haut accord de la présidence de la République selon un communiqué signé du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. La nouvelle a rompu le silence notamment de la Fédération camerounaise de football qui s'est conclue dans quelques remarques soumises à l'appréciation du ministre des Sports et de l'Éducation physique. La note signée du président de la FECAFOOT a aussitôt donné écho à toutes sortes d'analyses faisant planer le doute sur une mésentente entre les deux structures. Twilight, ce 4 avril, vous apporte des éclaircies avec des experts de haut vol criés sur le volet. Bonsoir et bienvenue à cette émission. Avant de vous présenter les panélistes de ce soir, je prends d'abord les nouvelles en direct de la région de l'extrême nord, là-bas. Malmoussa, le Doublaise, nous attend. Bonsoir Malmoussa, si vous nous entendez. Dites-nous comment se couche la région de l'extrême nord, notamment Marois, ce soir. Bon après-midi Carlette et merci de nous retrouver dans l'extrême nord, précisément à Marois, sa capitale régionale, où il a fait 45 degrés. En fait, ce sont des températures que nous enregistrons pratiquement depuis un peu plus d'un mois, avec un soleil qui brille de 8h jusqu'à 17h30 pratiquement. Et les populations vivent cette canicule depuis la mi-février. Malgré cette forte chaleur, ces populations vaquent à leurs occupations quotidiennes. Ici, tout est extrême. La chaleur atteint tous les jours le pic. Et quand il pleut, les eaux détruisent habitations, cultures et infrastructures. Eh bien, vous êtes au parfum de la libération des otages camerounais depuis le Tchad. Dites-nous quelles sont les dernières nouvelles. L'actualité liée à ces ex-otages, c'est qu'ils sont tout près de leur domicile, respectif dans la région du Nord, précisément dans le Mayo Rey, après la rencontre avec le gouverneur de l'extrême Nord. En fait, ils sont partis de Kousséré pour arriver ici à Marois, et là, le gouverneur Midia Bakari et son état-major ont salué leur courage après ces longues semaines de captivité, surtout hors de nos frontières. Eh bien, racontez-nous, que s'est-il passé? Disons que ces compatriotes ont été enlevés à des endroits différents dans le département du Mayo Rey. Nous sommes dans la région du Nord. Les ravisseurs ont traversé la frontière pour se retrouver avec leurs otages au Tchad voisin, le plus âgé à 55 ans et le plus jeune à moins de 20 ans. Les uns ont passé 2 mois en captivité, d'autres 3 semaines. Ils ont beaucoup souffert, ils nous l'ont dit, éprouvés par les déplacements d'un point à un autre. Et à cela, il faut ajouter la bastonnade quotidienne, sans doute pour les amener à leur livrer des informations dont ils ont besoin pour choisir quelle localité et enlever les populations dans les prochains jours. Et donc l'armée tchadienne, qui organise régulièrement des battues, est tombée donc sur ce bandit qui n'avait plus d'autre choix que d'abandonner leurs otages. On a conduit nos compatriotes à N'Djamena, la capitale du Tchad, et c'est l'ambassadeur du Cameroun au Tchad à qui ils ont été confiés, qui les a mis à la disposition du préfet du département du Logo-Nechari, et donc à son tour les a conduits auprès du gouverneur de la région de l'extrême nord. Malmoussa, comment vont actuellement ces compatriotes libérés? Servi du gouverneur de l'extrême nord, on a vu des compatriotes certes fatigués, mais soulagés. Et le gouverneur s'est soucié de leur état de santé, puisqu'il a instruit les services de santé de les examiner avant qu'ils ne prennent la route pour la région du Nord. Eh bien, dites-nous quelles ont été les dernières conclusions du gouverneur Midia Bakari qui a reçu ses otages en audience. De
l'extrême nord s'est réjoui de cette libération. C'est le résultat de la coopération, j'allais dire de la bonne collaboration dans le domaine de la lutte contre la criminalité transfrontalière entre les autorités des pays de la commission du bassin du lac Tchad. Et le gouverneur a d'ailleurs précisé qu'il est arrivé que le Cameroun remette des otages tchadiens donc à leur pays d'origine, ou des bandits qui ont commis des forfaits sur le sol tchadien et qui se sont retrouvés au Cameroun. Midiao Bakari a profité donc pour appeler au renforcement de cette collaboration et a invité par la même occasion les populations de l'extrême nord à la vigilance, puisqu'il a précisé qu'ailleurs ou ici, la prise d'otages avec demande de rançon est un phénomène réel dans l'extrême nord. Bonne suite. Merci Malmoussa Ledo Blaise, bonne suite. Mesdames, Messieurs, à vous, Twilight se poursuit dans quelques secondes. On se retrouve. Bienvenue sur Twilight. En juin prochain, les Lions indomptables du Cameroun joueront face au Cap-Vert, match comptant pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026. La désignation de nouvel entraîneur sélectionneur de notre équipe nationale devra permettre de relancer les chantiers étant donné les résultats peu reluisants des dernières échéances. Le contexte de l'arrivée du Belge Marc Brice et de son staff est tendu même. On en parle avec 4 invités de prestige, experts de haut vol, déjà en ma compagnie sur ce plateau de Twilight. Vincent Onganzi, ancien Lion indomptable 1995-1998, expert en gestion des organisations sportives olympiques, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Autre invité de choix, Kazimi Manguet, entraîneur professionnel, licence A, CAF, formateur certifié FECAFOOT, ex-cadre à la division de la recherche et de la documentation de l'Académie nationale de football, est avec nous. Bonsoir. Merci Carole, bonsoir à vos téléspectateurs, merci de m'avoir convié à ces échanges et bonsoir également à votre très riche panel. C'est un plaisir de les retrouver. Jean Lambert-Nank, journaliste principal et éditorialiste, ancien rédacteur en chef des sports à la CRTV, personnage emblématique de la scène sportive camerounaise, auteur de Desperate Football House, est sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, et je suis tout heureux que les autres panélistes de me retrouver ici ce soir pour essayer de mettre en lumière et d'apporter à la compréhension générale c'est un point obscur qui engage la nation et son football, sa sélection nationale et donc notre destin sportif. Last but not the least, Maxime Djabak, journaliste sportif, et il se tague bien évidemment de tout connaître sur notre sélection nationale. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup de me recevoir. Et voilà, comme dans ce métier, je le dis toujours, j'apprends tous les jours. Et me retrouver là ce soir avec des géants, Vincent Gandhi, Jean Lambert ou Kazimi Manguet, ça prouve que j'ai encore pris peut-être un an de plus dans ce métier. Donc je grandis bien.
Alors, j'espère que vous êtes bien installés à tous les quatre. Place au débat à présent avec cette première question d'entrée de jeu à vous, notamment Jean Landenon, nouvel entraîneur sélectionneur qui a donc été désigné à la tête de notre équipe nationale. Pourquoi ne pas se concentrer sur l'essentiel à présent au regard de ces critiques? Parce que les choses n'ont pas été faites dans le bon ordre. C'est une polémique dont on aurait voulu se passer. Car la désignation d'un sélectionneur succédant à la participation peu honorable des Lions indomptables à la dernière Coupe d'Afrique des Nations était un événement très attendu qui suscitait beaucoup d'espérance de la part des Camerounais, des amoureux et des amateurs du football, qui avaient hâte de tourner la page d'Abidjan 2023. Malheureusement, il y a cette polémique qui naît du fait de l'unilatéralisme dans la prise de décision qui engage quand même notre vie. On ne peut pas dire que la vie des Camerounais soit dissociée du comportement de la sélection nationale lorsqu'elle est appelée à défendre les couleurs nationales à l'étranger. C'est donc un débat dont on se serait passé si nous avions appris que FECAFOOT et ministère des Sports se sont assis pour nous désigner d'un commun accord celui qui aura entre ses mains pour un an, les 2 années à venir, le destin entre ses mains de notre sélection nationale. Alors, de journaliste à journaliste, vous, Maxime, qu'est-ce que vous dites à ça? Non, ce que je peux dire, c'est que voilà, de prime abord, oui, peut-être il y a un texte qui existe, ça personne ne peut le nier ici, mais je me permets quand même de dire qu'il n'y a pas meilleure intelligence que l'État quand il faut résoudre le problème de la cité. Je suis également peut-être contre, ça c'est mon avis personnel, le ministre des Sports ne saurait jamais, il dit bien au grand jamais, prendre sur lui de pareilles décisions. Ça veut dire que si on arrive là, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé avant, dont les instructions viennent certainement de quelque part. C'est écrit dans le communiqué au accord de la présidence de la République. Mais voilà, donc si on dit sur haute instruction de la présidence de la République, le ministre qui pour dire que non, je vais faire le contraire, donc il applique ce que la hiérarchie lui demande de faire. Donc je pense que c'est ça. Et comme je l'ai dit, ça veut dire que quand il y a un problème dans la cité, la meilleure intelligence, c'est l'État. Alors, Vincent Onganzi, ancien Lion indomptable, comment est-ce que vous observez la scène footballistique camerounaise depuis quelque temps aujourd'hui? Depuis quelque temps, moi je dis notre football va mal. Il faut dire la vérité. Notre football va mal. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup d'histoires autour. Il y a un pan qui ne se joue pas et ça nous dérange beaucoup. Nous avons eu beaucoup d'espoir, il faut dire la vérité, puisque je suis en train de parler d'une déception contre moi-même, parce qu'à un certain moment, si un footballeur est à la tête de la fédération et que les choses se passent mal, ça signifie que moi, footballeur, je suis appelé, je suis indexé. Donc, ça ne va pas, il y a beaucoup de problèmes autour, mais quand je vais revenir un peu sur le problème qui est en train d'effrayer la chronique aujourd'hui, je crois que il a si bien dit, le décret même que nous pouvons citer, il y a un pan qui dit à l'intérieur que l'État peut aussi donner les entraîneurs à la fédération. Il y a un pan qui dit cela. Donc je me dis, lors de l'adresse à la nation, surtout à la jeunesse, c'était le 10 février, le président de la République, dans un paragraphe de son discours, a parlé de ce problème. Et il a dit, le ministre des Sports a été instruit et il a dit qu'il veillera lui-même. Alors ça signifie que, quelque part, il a donné des instructions. Et je me dis, si la haute personnalité de l'État donne des instructions, nous ne pouvons que suivre. Parce qu'il a compris qu'il y a un problème quelque part, il est le renseigné. Alors je me dis que nous devons taire la polémique et voir comment est-ce que nous pouvons avancer.
Voilà qui est dit Vincent Onganzi, Kazimi Mangue, ancien, ou alors pas ancien, mais entraîneur professionnel, vous qui êtes sur ce plateau, vous regardez toute cette histoire avec quelle appréciation? De déception. Je me suis rendu compte qu'on est rentré 50 ans en arrière dans notre façon de faire, et principalement en football. On a décidé de susciter des querelles, de diviser davantage, alors que le sport, et c'est Jean Lambert qui est mieux outillé pour vous dire l'importance du sport. C'est inacceptable qu'on en arrive aujourd'hui dans un pays comme le Cameroun à ne pas s'accorder sur des faits que je banaliserais. Il n'y a aucune raison que dans le sport on arrive à ça, ma très chère. Moi je vais éviter d'indexer les uns les autres, mais je pense que il va falloir que les décideurs de la République essayent de prendre cette famille dont le père est le ministère des Sports, la mère est la FECAFOOT, les asseoir pour que moi, l'enfant qui est lion indomptable, quand je vais présenter mon examen, que ce ne soit pas la suite de la bagarre de papa et de maman. La guéguerre qui existe entre la Fédération Cameroun de football et le ministère des Sports est le véritable outil qui a déstabilisé le football camerounais. Vous ne pouvez pas, ma très chère, aller présenter l'examen au votre bac, je suppose, au matin, alors que la veille, papa et maman ont passé toute leur nuit à bagarrer. Vous allez arriver fragilisé. Il n'y a aucune raison qui explique que ces deux entités ne s'accordent pas. Que l'État ait raison de décider, comme venait de dire mon très cher compatriote. Mais prendre l'opinion à témoin, c'est-à-dire annoncer que désormais c'est moi l'État qui décide. Ne t'ennuie pas, même si tu trouves que j'ai décidé, ne t'en fais pas de mal, ça ne gênerait personne. Mais tant que c'est encore écrit, j'ai entendu le patriarche dire qu'il a été annoncé, je ne sais pas, je vais bien m'arranger à aller observer ça. Mais la Fédé elle-même ne perd rien à aller vers le ministère des Sports pour dire, bon, il y a une histoire que je suis là, est-ce que je peux mieux comprendre? Peut-être la Fédé aura d'autres informations. Idem pour le ministère qui ne perd rien avant de prendre une décision d'associer la fédération pour dire, écoute, c'est quand même moi qui décide, j'ai décidé. Parce que plus vous vous accordez, même lorsque vous devez vous prendre une position, vous allez quand même avoir cette fierté d'avoir été approché. Donc je me résume en disant que tout le monde se mobilise pour que la Fédération Cameroun de football et le ministère des Sports parlent d'une même voix. Ça nous aiderait à optimiser les performances, pas seulement en football, des lions indomptables, mais dans tout ce qui concerne le football. Alors, vous l'avez dit, en tout cas pour vous trois sur le plateau et Jean Lambernan, je reviens à vous. L'essentiel ici, c'est de sauver le football camerounais qui va mal, comme l'a dit tout à l'heure l'ancien footballeur. Mais on ne peut pas sauver quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre et qui en a une vision totalement différente de la vôtre. Moi, je ne voudrais pas qu'on joue ici à des autruches. C'est-à-dire, on s'enfonce la tête dans le sable et puis on croit qu'on est... Non, il faut qu'on... Nous sommes comptables, tous, à des degrés divers, de l'avenir de ce pays. Et nous rendrons compte, chacun où il se trouve, aux générations à venir. Et je voudrais, à toutes fins utiles, rappeler qu'une république est faite de lois, de décrets, de décisions, d'arrêtés. Et justement, sans vous interrompre, alors que vous parlez, j'invite les téléspectateurs notamment à lire cette convention-là relative à la gestion des sélections nationales de football entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football, notamment un article 9 qui semble un peu trancher les débats sur cette question. Alors, je vous interromps pas non plus. Elle date de quand? Je voudrais appeler les uns et les autres à faire montre de réserve. Parce que les choses que nous récoltons sur le net sont parfois déformées pour nous conduire à une décision ou une autre. La convention que vous évoquez, moi j'ai regardé, elle ne date pas de 2024. Mais je voudrais rappeler qu'il y a eu des antécédents d'indiscipline, de désorganisation et de
de guerre entre le ministère des Sports et la FECAFOOT. À la veille d'une Coupe du Monde de 2014 au Brésil, on a assisté à toutes sortes de bordel. Les Lions ont refusé d'aller au Brésil. Le chef de l'État a dû intervenir lui-même pour assurer le voyage de la sélection nationale au Brésil. Au retour du Brésil, le chef de l'État a signé un décret qui organise les relations entre le ministère des Sports et la FECAFOOT en ce qui concerne les sélections nationales. Et les rôles sont très bien répartis. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je reviens sur le fait que, quelles qu'aient été les hautes instructions de la présidence et pas du président de la République, le chef de l'État qui est un légaliste ne saurait s'asseoir sur un décret qu'il a signé lui-même pour faire valoir une parole à peu d'organisations mieux de conduite des affaires du football qu'il a donné à son ministre. En plus simple, au terme de la CAN et de ce que nous y avons fait, le président de la République, outré comme nous tous, a dit au cours d'un discours à la nation, j'ai donné des instructions à monsieur le ministre des Sports pour qu'il réorganise le football. Moi, je me serais attendu à ce que le ministre prépare un autre décret qui vienne abroger celui dont il pense qu'il donne beaucoup plus de pouvoir à la FECAFOOT, et puis faire publier ce décret et reprendre sur lui l'organisation des sélections nationales. Alors, aujourd'hui, le nouvel entraîneur est là, Marc Brice. Non, on doit l'accompagner dans son travail. Il n'est pas là parce que, justement, il y a un problème. Il est là par la volonté du ministère. La FECAFOOT a dit qu'elle ne l'accepterait pas. Et je vais vous donner un exemple. Si les choses continuent telles qu'elles sont. Parce qu'en vérité, que les gens n'utilisent pas notre football pour régler des comptes personnels, c'est ma position. Le football n'appartient ni à la FECAFOOT, ni au ministère. Le football appartient aux Camerounais. C'est notre patrimoine. C'est comme notre drapeau national. C'est comme notre hymne national. Personne ne viendrait dire ici, je suis propriétaire de l'hymne national. C'est notre patrimoine. Alors, le ministre, il l'a si bien dit, tout égo avalé. La FECAFOOT, tout égo avalé. On sait qu'ils ne s'aiment pas. Mais dès lors que le président a dit, mettez-moi de l'ordre, ils se mettent ensemble et ils décident ensemble, ne serait-ce que pour la façade. Tout à fait. C'est justement l'objet. Or, je vais vous dire la gravité de l'acte que... Vous n'allez pas monopoliser la parole. Monopolise pas. Après, Alors, on reviendra à vous. Après, je peux rentrer. Non, on est ensemble jusqu'à 19h30. Que le ministre maintienne son entraîneur. Que la FECAFOOT ne donne pas ses joueurs. Où est le football? Alors on reviendra à vous pour Merci. la suite et cette réponse à cette question que vous avez posée tantôt. Alors Maxime Djabak, pardon, Tchabak. Je vais y arriver définitivement ce soir. Le nouvel entraîneur est là. Que faire? Bon, avant de parler du nouvel entraîneur, parce que honnêtement, je veux peut-être vous surprendre, le nouvel entraîneur ne m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est ce que l'aîné Jean Lambert dit. Oui, je veux d'ailleurs dire. C'est lui d'ailleurs qui va porter l'équipe nationale, qui va la mener vers sa prochaine destinée, notamment cette compétition. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre dès le départ. J'ai entendu ici sauver le football camerounais. Moi, l'expression me gêne un tout petit peu. Bon, sauver le football, ça veut dire quoi? Sauver le foot, quoi, les Lions indomptables ou alors le championnat de deuxième division, le football jeune qui ne se joue pas. Quel football il faut sauver exactement? Parce que quand on dit football camerounais, bon, le mot pour moi est un peu... enfin, je ne sais pas où on se situe exactement. On parle des Lions. Bon, les Lions indomptables, je pense qu'il y a au moins une solution. Le championnat de première division, je pense qu'on est en plein play-off. Bon, est-ce qu'il y a d'autres structures qui ne marchent pas? Il faudra peut-être organiser un autre débat pour revenir là-dessus. Maintenant, pour revenir à la décision du ministre, je vous ai dit, le ministre suit les instructions. Et quand il y a, peut-être il veut me répéter, et quand il y a un problème, et d'ailleurs Jean Lambert le reconnaît si bien qu'il y a un problème. Maintenant, est-ce que les deux FECAFOOT et c'est pas MINSEP se font un bisou à la bouche? Ça m'intéresse pas également. Mais je pense que dans le discours du chef de l'État, le chef de l'État n'interpelle pas la FECAFOOT. Le chef de l'État interpelle le ministre. Bon, il aurait dit, bon, j'interpelle la fédération et le ministère a fait table rase, c'est pas, vous trouvez une solution, mais il a interpellé le ministre. Il n'a pas dit, monsieur le ministre, allez vous associer à la fédération et allez nous résoudre ce problème. Non, il n'a pas dit.
Mais je pense que le discours existe, on peut le suivre de nouveau. Et en plus, l'équipe nationale, que les gens se règlent des comptes, ça aussi, ça ne m'intéresse pas. Je me dis, nous, Camerounais, nous sommes sous la responsabilité des garants des institutions de la nation, dont le leader, c'est le chef de l'État, M. Paul Biya. Donc, s'il dit que voilà ce qu'il y a à faire et que le ministre applique, pour moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais ce qui se passe, et là, je vais vous dire, je vais vous surprendre encore une nouvelle fois, quand la Fédération Cameroun de football, vous pourrez communiquer, dit, nous sommes surpris de découvrir au 20h30 de la CRTV qu'un nouvel entraîneur était évolué. Je dis non, c'est faux. Monsieur Eto'o, c'est faux. Il était au courant que Monsieur Brice sera nommé. Alors on n'en a pas la preuve. Mais je vous dis, ce qui blesse, ou le bas blesse, c'est que, attendez, vous ne pouvez pas atteindre le niveau de M. Samuel Eto'o et dire que vous êtes surpris par certaines informations. Vous ne pouvez pas croire ça. Si c'est encore vous et moi, je vais dire oui, nous sommes surpris. Mais il n'est pas là sur ce plateau actuellement pour répondre de cela. Vu son aura, vu sa personnalité, vu ce qu'il représente pour notre pays, il ne peut pas être surpris de pareilles décisions. Il est au courant, mais où le bas blesse, c'est qu'il n'est pas peut-être d'accord. Ça, je dis oui. Il n'est pas d'accord. Certainement, c'est un peu comme un jeu de ping-pong. Voilà, vous avez votre proposition, j'ai la mienne, et comme c'est moi qui domine parce que j'ai plus de pouvoir que vous, je prends la décision. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, quand j'ai appris aux environs de 17h, parce que c'est à 20h30 qu'on a lu le communiqué, moi je l'ai découvert à la CRTV. Mais à 17h, quand j'ai eu la rumeur, vous savez qui moi j'ai commencé à chercher? Moi j'ai commencé à faire des recherches sur Hervé Renard. Parce que j'avais la certitude que peut-être c'est lui, l'homme, ou alors Tom Saint-Fils. Donc il y avait des noms quand même qui fuitaient, qui sont des noms soutenus. Alors là, je vous invite tout à l'heure, je vous invite à présent notamment à regarder ce nouvel profil d'entraîneur, Marc Brice, le Belge, qui va conduire les destinées de la team camerounaise, l'équipe nationale de football. C'est un profil graissé par Joseph Guetta-Mandeng. Il a l'air caractériel et intransigeant, et sans doute rigoureux en entraînement. Marc Brice, le nouvel entraîneur des Lions Indomptables, est dans l'encadrement professionnel depuis 23 ans. À 62 ans sonnés, cet entraîneur de nationalité belge, en pleine maturité, a la responsabilité de diriger une sélection nationale pour la toute première fois dans sa carrière. Lui qui a passé la quasi-totalité de sa profession d'entraîneur dans son pays, la Belgique, comme encadreur de club, mis à part ces 3 années passées en Arabie Saoudite, de 2012 à 2015. Meilleur entraîneur de la saison 2020-2021 en Belgique et aujourd'hui nommé entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables, Marc Brice foule le sol africain pour la toute première fois et au Cameroun. Sur les documents et dans le microcosme du football, ce nom n'est pas connu des Camerounais, mais en se référant sur ses prédécesseurs ayant le même profil que lui, Marc Brice a l'opportunité d'imprimer sa marque avec l'équipe nationale de football du Cameroun. Il n'aura aucun problème pour communiquer avec ses poulains puisqu'il s'exprime couramment en français et en anglais. En tout, 12 hommes l'accompagnent dans la recherche des victoires des Lions Indomptables dans des échéances à venir, notamment la qualification pour la CAN 2025 au Maroc et la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, Canada et Mexique. Et je l'ai dit, notamment, la prochaine échéance sera notamment en juin avec le match contre le Cap-Vert, comptant pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026. Et Vincent Ongazi, ancien Lion Indomptable, ce nouvel entraîneur vous intéresse comme tous les Camerounais, comme à tous les Camerounais? Bon, dire m'intéresse. Bon, le plus important, c'est que en tant qu'ancien Lion, l'entraîneur n'était pas déterminant pour vous de savoir qui est-ce que ça devait être son visage, le découvrir? Vous savez, le football est un jeu très complexe. Bon, vous avez vu en Côte d'Ivoire le sélectionneur partir parce qu'il ne faisait pas de résultats, mais arrivé à Marseille, il a commencé à cartonner. Le football est comme ça. Vous pouvez avoir un pedigree consistant, vous arrivez, vous échouez. C'est ça le football. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de paramètres qui rentrent dans la gestion d'une équipe de football. Il peut être cet entraîneur charismatique qui a toute la technique, mais il y a des petits problèmes à l'intérieur peut-être qu'il ne saura pas gérer et qui peuvent faire que son travail soit plombé. Donc pour moi, l'entraîneur ne m'intéresse pas trop, mais le plus important c'est que à la tête de la sélection, nous avons déjà un entraîneur.
parce que nous avons des échéances qui arrivent et il va falloir que nous puissions y aller, participer et de la plus bonne des manières. C'est ça qui m'intéresse. Donc, nous avons un entraîneur actuellement. On a donné son CV. On a vu des gens qui sont arrivés ici depuis longtemps, qui n'avaient même pas un CV. Et c'est toujours ça. Et ce qu'il y a au Cameroun, c'est que rien ne sera jamais parfait pour tout le monde. Chacun aura toujours à dire sur quelque chose. Il y en aura qui diront le contraire. D'autres diront, seront pour le pour, si je peux me le permettre. Alors, je dis, le plus important, c'est que l'équipe nationale du Cameroun a un entraîneur et nous devons commencer à travailler. Il faut travailler. Ça, c'est l'élite. C'est déjà bien. Je m'excuse, s'il vous plaît, une minute. C'est l'élite, ce qui est déjà évident. On a déjà un entraîneur. Mais maintenant, pour la suite, parce que pour moi, nous sommes toujours en train de parler de l'élite, mais c'est la base, on ne travaille pas. Et c'est là notre grand problème. Il peut venir et donner tout ce qu'il peut donner, mais si il n'y a pas de bons éléments, et surtout qui ont une certaine cohésion, surtout une cohésion d'esprit, à partir du bas âge, ça commence à devenir très difficile. Donc, nous l'avons, il faut continuer pour les compétitions à venir, mais maintenant, il faut travailler pour le bas de manière à ce que nous puissions construire quelque chose de très solide au niveau de l'esprit, au niveau de la cohésion, et je crois que pour les années à venir, nous pourrons dire, quel que soit celui qui vient et qui puisse maîtriser l'entraînement, on peut faire des résultats. Vincent Casimir Manguet, entraîneur professionnel de football. Alors, quels sont les accompagnements dont a besoin aujourd'hui Marc Brice pour remplir efficacement sa mission? Un environnement serein. Loin des polémiques, comme j'entendais mon jeune compatriote commencer, parce que c'est devenu l'ADN de nombreux Camerounais qui aiment noircir les uns, blanchir les autres. Quel que soit les pédigris de l'entraîneur qui viendra au Cameroun, tant que l'environnement sera délétère, comme celui dans lequel nous vivons, les performances seront biaisées. Il est question qu'il y ait d'abord un environnement agréable qui fait bon vivre. J'ai envie de vous dire, les Lions qui étaient en Côte d'Ivoire, sur le plan des valeurs intrinsèques, étaient largement au-dessus de ceux de vainqueurs au Gabon. Vous comprenez ce que ça veut dire? Parce qu'au Gabon, il y avait un environnement qui avait permis à ces garçons de se mouvoir, de défendre les intérêts du vert ou jaune. Il n'y avait pas les joueurs de la fédération à gauche, les joueurs du ministère à droite, les membres du ministère à gauche. C'était tout un peuple uni. Je me souviens d'ailleurs, j'avais du mal à vivre en match des Lions. Les femmes, vous savez que vous nous avez dominés ici en 2016, lorsque nos jeunes dames jouaient la CAN. Les gens osaient même dire il vaut mieux acheter le maillot de ces filles-là chères et vendre le maillot des garçons à 1100 francs. Il n'y a rien. L'état d'esprit est souvent l'outil qu'on utilise pour gagner un match, une compétition. Actuellement, l'atmosphère, l'environnement dans lequel nous vivons, et nous semblons passer, je crois d'ailleurs, quand vous avez annoncé cette émission, 95% des téléspectateurs entendaient ce que nous attendaient, entendre ce que nous allons dire à propos de la décision du ministère et de la position de la Fédération Cameroun de football. Accordez-moi ces 30 secondes pour dire, l'État, c'est bien philosophiquement comme il le disait, l'État reste l'État, c'est un monstre froid. Mais le sport a besoin des gens qui s'accordent, qui peuvent s'asseoir après, puisque vous êtes assis et il y a un qui dit, c'est moi qui décide. C'est comme nous les entraîneurs, ma très chère. Je suis l'entraîneur principal, le patriarche est mon collaborateur, mais avant que je ne prenne une décision, je l'approche, il m'approche, on s'accorde. Mais tout ce que je veux dire de ce nouveau staff, c'est que ce sont des calebasses qui entrent dans la danse des morceaux de bois. Et vous savez, lorsqu'une calebasse entre dans la danse des morceaux de bois, qu'est-ce qui lui reste? Qu'est-ce qui lui reste? Alors, vous êtes d'avis, Jean Lambernon, alors qu'est-ce qu'il faut, comment obtenir dans cette sérénité autour du nouvel staff des Lions? Moi, je persiste à dire que ni la FECAFOOT, ni le ministère ne doivent s'approprier l'équipe nationale. C'est clair. Je crois que c'est un patrimoine que nous leur confions pour qu'ils le gèrent au mieux afin que
à chaque sortie, nous sortions vainqueurs, victorieux ou moins honteux sur la scène internationale. Et Tout au moins. j'ai souri tout à l'heure. Quand ce staff arrivera, et j'ai posé déjà le problème. S'il y a cette querelle d'ego, parce que ce n'est que ça, ce n'est que ça. S'il y a cette querelle d'ego entre le ministère et la fédération, cet entraîneur est voué à échouer. Il est voué à échouer parce que de part et d'autre, on lui mettra les bâtons dans les roues. Je vous prenais par exemple le cas où monsieur, mon jeune compatriote, dit que l'État a force de loi. Mais la force de la loi vient des lois que prend l'État. L'État ne peut pas se dédire. Le président de la République ne peut pas se dédire. Il a signé un décret. Le parallélisme des forces, des formes, voudrait qu'il abroge ce décret et qu'il prenne un nouveau pour une nouvelle orientation. Pour une nouvelle orientation. Quand le président dit au ministre, mettez-moi de l'ordre, il ne dit pas allez vous asseoir tout seul dans votre coin et mettez-moi de l'ordre. Il ne peut pas tout seul. Mettre de l'ordre, c'est inviter la FECAFOOT. Moi, puisque tout le monde ressort des archives, moi j'ai vu une archive où le ministre des Sports de l'époque, Joe Augustin, écrit au président de la FECAFOOT pour lui dire « Je vous confie mes hauts cadres pour la commission que vous avez formée pour le recrutement d'un sélectionneur national. » C'est ainsi qu'on travaille. Le football, c'est un travail d'équipe. Il ne me démentira pas. C'est bien de lui passer justement la balle à Vincent Ongazi, ancien Lion. Je rappelle, vous êtes aussi expert en gestion des organisations sportives olympiques. Alors, comment construire cette union sacrée autour du staff qui arrive? Ok. Pour une organisation sportive olympique qui veut aller loin, les lois sont les lois du pays, ce qui est évident, il faut respecter. Jean Lambert a dit tout à l'heure, il fallait qu'il s'asseye pour le faire, relativement à ce qui se trouve dans le décret. Mais à un certain moment, nous sommes ici dans une maison qui bouillonne, par exemple. Nous savons ce qui se passe depuis l'arrivée du président de la fédération et le ministre. Nous avons d'abord vu l'affaire de Conceição. On a vu comment ça s'est passé. Alors, les choses ont continué de cette manière et nous savons qu'il y a une certaine tension. Alors, quand il y a une tension, nous voulons régler un problème. On envoie les deux personnes pour régler le problème? Non. Il y a un arbitre qui peut dire, et le patron de la maison peut dire, non, voilà comment est-ce que ça doit se passer. Vous comprenez un peu. Alors, nous avons vu un texte sur haute instruction du président de la République. Oui. On peut dire que, puisqu'il a dit, la présidence a dit ceci. Mais nous savons que quand ça vient de là, et surtout que quand nous avons suivi l'adresse à la nation, nous nous sommes dit, effectivement, voilà ce qui vient régler un problème. Maintenant, la personne qui a la charge de l'organisation sportive olympique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre son calme. Il faut prendre son calme, aller vers la tutelle, parce que jusqu'à présent, je sais que la fédération est sous la tutelle du ministère des Sports. Aller vers la tutelle et voir comment est-ce qu'il faut s'enquérir des modalités. Comment est-ce que cela s'est passé? Avoir une discussion franche, et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, qui peuvent se régler. Pour moi, c'est une manière de vouloir sauver les mœurs de l'organisation sportive olympique à laquelle nous assurons la présidence et permettre que les choses aillent de manière calme possible. Les éclats de voix n'ont jamais rien apporté. Nous le savons. Il le sait lui-même. Nous avons fait des compétitions ici où nous avons raté la compétition parce que le ministère et la fédération ne s'entendent pas. Je me rappelle de 98, il était là. Il était là et en 98, il y a des choses qui se sont passées et je crois que si l'atmosphère était bien entre les deux, peut-être même que cette année-là, on aurait pu déjà titiller le titre. Alors, je dis, à un certain moment, il faut laisser ces égos, parce que c'est des égos surdimensionnés qui sont en train de détruire notre mouvement de sport. En sport, il faut être fair play. En sport, il faut être posé. En sport, il faut prendre des coups et ne pas rendre. C'est ça le sport. Pour l'intérêt de la nation. Justement. Alors, vous, Maxime Tchabak,
J'espère que j'y suis arrivée cette fois. C'est tranquille. Alors dites-nous, comment faire aujourd'hui pour construire cette union sacrée? Bon, construire l'union sacrée, l'union n'a jamais été détruite. Je ne pense pas que l'union a été détruite, c'est juste que voilà, ils savaient que dans la maison, on n'est pas peut-être d'accord de certaines décisions. Bon, ça se comprend. Et je pense que quand on a dit sur ce plateau, on ne sera jamais d'accord à 100%. Il y aura celui qui va toujours vous dire non, moi je ne voulais pas décider. Mais sauf il faut quand même qu'à un moment donné, quelqu'un décide, que quelqu'un prenne une décision, que ça plaise ou pas, ils se disent que voilà ce qu'on va faire désormais, quitte à ce que ça marche. Si ça Je marche, reformule tant mieux. pour vous. Si ça ne marche pas, c'est bon. Je reformule pour vous. Oui. Comment faire aujourd'hui pour accompagner Marc Brice et tout son staff qui arrive? Donc déjà, Marc Brice va arriver au Cameroun. Je pense que la date va être communiquée. Il va d'abord falloir que la fédération reçoive Marc Brice. Que la fédération accepte la décision, que oui, ça c'est le ministre qui a décidé. On décide de l'accompagner. On décide de l'accompagner. Donc voilà, on accompagne et il y aura certainement, je ne sais pas, des échanges, des travaux et il faut qu'ils suivent. Il y aura peut-être aussi des propositions à la fédération. Il faudra que là, on pourrait peut-être parler d'accord à ce moment-là. Parce que quand on dit accord, il dit non. S'il fallait même parler de l'accord dès le départ, moi je pense que celui qui n'a pas voulu collaborer dès le départ, c'est la fédération. Moi, je me souviens encore parce que moi, j'aime pas. On retombe dans des accusations. Non, ce sont des faits. On a besoin d'une union sacrée. Je ne suis pas pour accuser quelqu'un, ce sont des faits. J'ai quand même vu le président de la fédération sur une télévision française dire que j'ai envoyé une shortlist. J'attends qu'il me réponde. Mais attendez, monsieur. Donc, vous avez fait une shortlist, vous, unilatéralement. Vous n'avez pas associé le ministère dans la shortlist. Or, monsieur Jean Lambert vient de me dire qu'il a une archive qui précise qu'en 2012, il y a eu accord entre, il y avait deux équipes. C'est ce que dit le décret. La fédération choisit et propose à la signature du ministre. Comment pouvez-vous proposer une shortlist? Je vois que vous avez une passion pour l'autoritarisme. Non, écoutez, les rôles sont répartis. Voici un auxiliaire de monsieur le sous-préfet. Monsieur le sous-préfet arrive chez vous en dépit de tous les textes de loi qui vous donnent des pouvoirs, va consulter à côté et vient vous dire voici votre chef de canton que j'ai désigné. C'est de l'autoritarisme. Messieurs, je crois qu'on a redressé dans notre débat. Le chef de l'État a un texte qui dit on y rejoint. On était déjà sur le point de l'union sacrée, comment accompagner le nouvel entraîneur. C'est ça les fondements de l'union sacrée. S'il n'y a pas cette entente entre les deux structures, l'entraîneur vient rentrer dans un panier d'abeilles. Il ne pourra pas travailler sereinement. C'est clair. Donc l'union sacrée, ce n'est pas à tout prix. Il faut que chacun il laisse un peu du sien. Il ne faut pas qu'on demande à une partie de s'auto-flageller, de se faire harakiri et de laisser l'autre remporter la victoire. L'union sacrée, c'est que tu tiens la main, je tiens la main et on avance. Aujourd'hui, le nouvel entraîneur est là. Il est là. Que faire? Mais nous avons c'est ce que nous disons. C'est vrai qu'il y en a qui n'accepteront toujours pas. Nous militons pour que les gens s'accordent. C'est tout. Même si c'est vous qui devez décider ici en studio. D'ailleurs, c'est vous qui êtes en train de tenir le studio. Mais vous ne nous refusez pas nos paroles, bien qu'elles soient maladroites. À la fin, c'est vous qui allez décider. Vous ne perdez rien à vous rapprocher pour prendre une décision. Que la fédération... Et moi, ce sont les propos de Jean Lambert qui m'ont intéressé. L'équipe nationale du Cameroun, le sport ou le football camerounais n'appartient ni à la fédération, ni au ministère des Sports. Il s'agit du peuple camerounais. Vous devez donc, malgré vos égos, vous devez vous accorder. Mais sauf qu'entre vous, il y a un qui décidera. Mais que alors, messieurs, c'est déjà dit. Je vous invite à tous les quatre, et vous aussi, qui nous regardez, chers téléspectateurs, à regarder ces assistants de Marc Brice dans ce reportage de Déby Kembe. Commence à taper sur le ballon et retient l'attention du Beerschot Football dans le sud de la ville qu'il a vu naître en mai 1962. Pendant 6 ans, il évoluera dans ce club comme défenseur. Devenu senior, l'enfant de Anvers offre ses services au club de son pays pendant 20 ans. Entraîneur depuis 1998, Marc Brice reste en Belgique jusqu'en 2007 avant de s'envoler pour les Pays-Bas. Le FC Eindhoven et le FC Den Bosch
sont ces deux équipes néerlandaises les plus connues. Au pays des Oranges, il fera 3 ans. L'Arabie Saoudite l'aura pendant 3 saisons avec 3 clubs différents. Après ce court séjour dans le championnat saoudien, Marc Brice retrouvera ses premiers amours, le Beerschot, pour 2 ans. Le Haut-Louvain est son dernier club en date. Au pays des Lions indomptables, il dépose ses valises à l'âge de 62 ans. Il travaillera avec un staff rendu public. À ses côtés, quelques visages connus des Camerounais. François Omambiik, Alioune Boukar, Achou Cyprien Besson, Ngachou Ndjomo, Benjamin Barlock et Germain Noël Essengue, entre autres. Ce staff des Lions indomptables renouvelé est attendu au pied du mur. Voilà qui est bien dit, Déby Kembe, le staff qui est attendu au pied du mur avec notamment cette échéance en juin contre le Cap Vert, comptant pour les qualifications de la Coupe du Monde. Alors, on a parlé, pour ce qui est des fédérations, de la Fédération camerounaise de football et du ministère des Sports. Maintenant, quels sont les leviers sur lesquels le nouveau coach et son staff doivent appuyer pour avancer? Je vais vous surprendre, puisque je suis entraîneur de football. Lorsque vous êtes un entraîneur de football, vous devez avoir cette grosse faculté de fédérer. S'ils arrivent avec ces outils de pouvoir fédérer les deux entités en désaccord, ils s'en sortiront. On l'a même déjà dit dans nos échanges ici que compte tenu du climat délétère et malsain actuel au sein des Lions, il sera très difficile à n'importe quel staff de pouvoir se mouvoir, d'optimiser les performances. Donc le premier levier de ce staff, c'est de tout faire pour que l'harmonie revienne d'abord entre les deux entités. Et ils en sont capables. Parce que c'est comme nous les entraîneurs. Lorsque j'arrive par exemple dans le tournoi de Yaoundé et que ça n'aille pas entre le directeur sportif et le président, je vais m'accorder avec les deux pour leur dire, si vous voulez que je réussisse, permettez-moi de vous rassembler. Et si je tiens à réussir, je leur demanderai mon départ s'ils ne s'accordent pas. Donc, ça reviendra à ce staff de pouvoir avoir cette grosse faculté de rassemblement, de pouvoir fédérer. Ça va se répercuter sur les joueurs, parce que même lorsqu'il aura des joueurs, il va falloir qu'ils soient capables de rassembler, qu'on ne trouve pas les joueurs de la fédération de l'autre côté et les joueurs de la FECAFOOT de l'autre côté. Donc, moi je crois que le premier levier, ça sera cette capacité de pouvoir fédérer, de redonner une ambiance, je voulais dire, un environnement vivable pour que tout le monde s'y plaise. Tant que ce ne sera pas comme ça, le staff risque lui-même de se mettre une balle dans la jambe. Alors Jean-Lambert Nang, personnage emblématique de la scène sportive camerounaise, vous l'avez prouvé à suffisance déjà sur ce plateau. Alors dites-nous sur quel levier doivent appuyer le staff et l'entraîneur qui arrive. Mission impossible. Je suis catégorique, mais c'est comme ça. Je vais vous expliquer. Parce que sur quelle base le ministère, puisque si je dis le ministre, on voit M. Mouele Kombi, sur quelle base la tutelle va-t-elle demander à la FECAFOOT de publier la liste qui viendra d'un entraîneur que la FECAFOOT n'a pas choisi ou n'a pas proposé? Sur quelle base? Sur la base du texte de 2014 qui dit que l'entraîneur sélectionne les joueurs, confie la liste. Il y a du 2014 ce texte. 2014. D'accord. Sélectionne les joueurs, passe la liste à la FECAFOOT qui la publie, parce que seule la FECAFOOT a la capacité d'aller vers les clubs pour leur dire libérer tel joueur de temps à tant jours. Le ministère ne le peut pas. Et donc cet entraîneur, ne lui confions pas une mission qui n'est pas la sienne. Comment lui viendrait fédérer des Camerounais qui ne s'entendent pas autour de leur sélection nationale? Il y a donc du temps pour que les gens accordent leur violon, qu'ils confient. Je crois qu'il y a des médiations. Je crois qu'il y a des médiations, que des gens soient à même de rassembler ministère
et FECAFOOT Alors, vous me pour bougez. leur faire comprendre qu'il y a un intérêt au-dessus de cela. Mais si chacun campe sur ses positions, parce que de ce que je lis, c'est que comme Eto'o avait fait partie Conceição, qui était le chouchou du ministère, et tout ce qu'Eto'o a renvoyé, on vous a compris. J'ai bien envie si de la lire. situation reste telle qu'elle, il sera impossible à la sélection nationale du Cameroun d'effectuer un match au plan international. J'ai bien envie de lire cet article 9 de la Convention relative à la gestion des sélections nationales de football entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football. Article 9 qui porte recrutement et salaire des membres des structures d'encadrement et qui stipule en son article 1 que les membres des structures d'encadrement des sélections de football sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération camerounaise de football après avis obligatoire du ministère chargé des sports, soit sur la base d'une mise à disposition par l'État. C'est ça. Oui, la mise à disposition concerne les entraîneurs formés par l'État pour les sélections inférieures. C'est ce que cela qu'on veut dire. Parce qu'il y a... Attendez. Vous avez parlé tout à l'heure. On prend l'avis tout à l'heure d'un autre. Vous allez y répondre tout à l'heure. Effectivement, c'est parce que moi j'ai lu ce texte et que c'est pour ça que j'ai dit au départ que actuellement, pour que nous puissions avancer, parce qu'il n'est pas question de faire un bras de fer ici pour que le football soit plombé. Si nous aimons ce football, on peut faire parfois des concessions, même si nous avons raison. Mais le texte, quand je l'ai relu, j'ai vu l'État peut mettre à disposition ces techniciens. Il n'a pas dit les techniciens locaux. Exactement. Voilà. Il n'y a pas de précision. Il n'y a pas de précision. L'État n'a pas de technicien à l'étranger. C'est les fonctionnaires de l'INJS. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. L'État n'a pas de Je vous en prie, messieurs. Soyez respectueux les uns les autres. Je vous en prie. Vous aurez le temps de vous exprimer sur la question. Vous aurez le temps de vous exprimer sur la question. Soyons respectueux envers Vincent. Mais qui sont ces personnels? Pardon? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Seulement ces personnels? Oui. Allez-y. Mettre à disposition. Mettre à disposition, c'est mettre ce relis un peu le dernier. Je vous en prie. Est-ce que c'est mise à disposition de son personnel? Vous aurez chacun son temps de parole. Est-ce que vous pouvez permettre qu'on ne s'entende plus? Si, les personnels de l'État, ce sont les fonctionnaires issus des écoles de formation. Jean Lambert, je vous sais très respectueux. Permettez à Vincent Ongassi de poursuivre sur sa lancée. Permettons. Vous prendrez la parole tout à l'heure. Allez-y. Tel que c'est. La mise à disposition de ces techniciens, ça signifie que de ceux qui peuvent être à charge de l'équipe nationale, ils peuvent mettre à disposition à la Fédération camerounaise de football. Et ils ont cautionné au départ que la Fédération peut proposer et le ministère a son avis là-dessus avant de signer. L'État peut aussi mettre à disposition, il faut se passer de cela et mettre à disposition. Je voulais que tu le dises maladroitement. Pourtant, pas maladroitement. Le texte ne peut pas s'en passer. Quand on dit qu'on met à disposition un fonctionnaire, M. Ngandi, c'est celui sur lequel on a une charge. L'État ne peut pas aller mettre à disposition un Belge, un Italien, un Français. Il ne relève pas de l'autorité du ministre. Dans l'esprit du texte? Dans l'esprit de la loi. Parce que, figurez-vous, Monsieur Ngandi, c'est comme ça que je l'ai compris. Cette convention, je voudrais savoir, c'est une convention ou c'est un texte, un alinéa du décret de 2014. C'est moi qui pose les questions ici. Alors, je vais vous dire, on ne peut pas, parce qu'on ne peut pas évoquer le décret sur lequel on s'est assis et tirer dans ce décret des passages qu'on veut faire gober. Ça, c'est l'interprétation de la Bible. Vous avez le décret, l'État s'est assis sur le décret, n'évoquons donc plus ce décret. Je vous en prie. Ah, donc le décret existe. Laissons le temps à présent, à Martine de s'exprimer. J'ai parlé du décret dès le départ, Jean Lambert. C'est vrai qu'avant que M. Nameretti la parole là tout à l'heure, j'allais bien sûr chuter sur cette mise à disposition.
Pourquoi est-ce que mauvaise le foi public sur doit ce plateau savoir, ce il y a soir. encore le Je suis pas ministère mauvaise foi. des Sports et de D'accord. l'Éducation Non, je voudrais pas décide comprendre les Camerounais de mettre à disposition D'accord. ce staff technique. L'État On ne peut écoute mettre à Maxime. disposition Non, que ce qu'il a. écoutez très On bien. écoute Monsieur Maxime à Nam, présent. Quand l'État met à disposition un véhicule, c'est Jean son Bernard. véhicule. Et là, Non, je veux savoir Attention, ce aussi. madame, si nous ne disons pas les choses telles qu'elles sont, nous passons à Personne ne côté vous de cette empêche de émission. parler. Non, il faut pas abuser des expressions pour faire croire que c'est ce que dit le décret. L'État met à disposition, et je dis ce texte concerne les sélections de A à U17, U15. C'est entendu. Et c'est dans cet esprit Oui. que l'État, pour ce qui est des sélections inférieures, met à disposition, et c'est ce qui se fait aujourd'hui, tous les sélectionneurs de U23, U17, U15 sont des Camerounais. Ce sont des fonctionnaires issus de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Qu'on ne confonde pas les choses. D'accord. Ce qui est du sélectionneur, D'accord, s'il vous plaît. aussi. S'il vous plaît. Aussi. On va laisser Maxime s'exprimer un peu. Alors Maxime, vous nous donnez juste Évidemment. quelques leviers sur lesquels Évidemment, c'est on pour ne ça- va pas sortir de ce évidemment, débat. c'est pour ça que Donnez-nous l'entraîneur- des leviers sur lesquels l'entraîneur peut Évidemment, s'appuyer évidemment, pour c'est pour ça conduire que à bien l'entraîneur- sa c'est pour ça mission. que Marc Brice arrive. Déjà, il va vous dire un truc. Marc Brice qui vient, j'ai un PC de Des chèque. leviers. Un peu de mots, on doit conclure. Non, évidemment, parce que laissez-moi vous dire par rapport à Marc n'a plus Brice. assez de temps, on Marc doit Brice, conclure. non, 30 secondes me suffisent. Oui. Marc Brice arrive, déjà c'est un flamand. Et vous savez, c'est un peu comme celui qui était là avant, en 2017, Hugo Bros. D'abord, c'est des personnes qui ne trichent pas. Les Flamands sont reconnus d'être des personnes sincères et honnêtes. Et quand vous voyez quand même ce qui s'est passé dans notre équipe lors de la Coupe du Monde au Qatar, avec le cas Andro Nana, ce qu'on a encore vécu en Côte d'Ivoire, j'ai dit, si vous avez des personnes sérieuses à la tête de cette sélection, ce genre de problème, c'est des problèmes qui arrivent dans toutes les sélections. Et le levier mais vous n'est avez des pas arrivé, personnes, madame. mais vous avez des personnes qui savent gérer ce genre de situation. Et ça a été le cas en 2017. Et voilà Marc qui est dit, a on compte a notamment ce sur lui, caractère, il a oui. cette faculté de gérer ce genre de situation à l'équipe nationale. Et nous avons fait des Exactement. joueurs qui ont le mérite. Exactement, on va conclure sur cette ce. équipe, alors qu'ils n'ont pas le profil. Finalement, Marc ne vous a pas donné. On va conclure sur ce, on a débordé, on doit prendre le journal de 19h qui était notamment annoncé il y a quelques minutes, le journal de 19h. Petit plat dans les grands pour un déploiement civil empreint de solennité lors de la 52e édition de la fête nationale. Le temps d'une mobilisation tout azimut des parties prenantes, mais aussi des ressources a été donné par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique à la faveur de la première réunion préparatoire du 20 mai. Il était question lors de cette réunion de présenter la vision du ministère et de recueillir les attentes des partenaires. S'agissant de la vision de cette édition, nous avons 3 grands groupes d'activités, à savoir celle traditionnelle, dont le lancement officiel des manifestations civiles, le défilé civil et la tête au flambeau. Pour le deuxième groupe d'activités, il s'agit d'activités de mobilisation, d'éducation populaire. En troisième groupe d'activités, nous avons les activités d'intégration nationale. Concertation des sectoriels et partenaires qui vont se poursuivre sous la houlette du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique avec en ligne de mire des prestations mémorables avant, mais surtout, le 20 mai 2024. C'est un exercice qui est devenu annuel chaque année. Au moment de lancer la préparation du budget de l'exercice de l'année qui va suivre, nous renforçons les capacités de nos collaborateurs. Parce que, comme vous le savez, il y a la mobilité professionnelle.
ce ne sont pas les collaborateurs qui étaient en poste l'année dernière qui sont encore là cette année. Et donc, il est nécessaire que nous puissions imprégner les uns et les autres de nouvelles méthodes et méthodologies qui permettent de mieux préparer le budget dans le cadre du budget programme. Les images sont insoutenables. Des statuettes vandalisées, le sanctuaire marial de Simalène est profané. Une barbarie perpétrée par des individus non encore identifiés. Les fidèles catholiques sont sous le choc. On a cassé presque tout, mais on a surtout cassé certaines parties. D'abord le bras, et on a cassé aussi les coups. Le coup symbolise quoi? La communication, la transmission. Qui dit transmission dit évangélisation. Les forces du mal. Il y a quelques jours de cela, ce lieu sacré abritait les activités de la Semaine Sainte. Sa profanation, juste après la célébration de la Pâque, est un affront déclaré à cette communauté chrétienne. Vous savez que quand Dieu attaque, Satan contre-attaque. Vous avez vu la belle organisation et du carême dans la Semaine Sainte avec des personnalités venues du Vatican et autres, des messes de combat, 13 par jour et autres. Il fallait bien évidemment s'attendre à une chose dans cet acabit. Mais la mort d'Étienne en contre-attaque, le mal qui attaque et Étienne, premier martyr chrétien qui meurt, ne veut pas dire la fin du christianisme. C'est plutôt une force renouvelée à aller toujours le plus loin. Les pèlerins continuent d'élever des prières afin de briser les plans malicieux qui planent sur l'église. Un cordon de sécurité a tout de même été renforcé sur ce lieu. Nous sommes sereins. Nous sommes convaincus que c'est une victoire pour nous pèlerins parce qu'on ne s'attaque pas à ce qui ne dérange pas. Les pèlerins sont tellement attachés à ce lieu depuis 1986. Contre vents et marées, on nous casse, on recasse et tout, nous sommes toujours là, victorieux. Et cette destruction qu'il y a eu, nous sommes convaincus qu'on est proche du but. C'est-à-dire la reconnaissance que la Vierge Marie est bel et bien apparue en ces lieux. Pour moi, c'est une destruction. Destruction du démon, des entités invisibles qui se font passer pour faire du mal. Et ils utilisent des humains qui sont des portes d'ouverture pour détruire le sanctuaire marial de Simalène, pour qu'il n'y ait pas authentification. Cette destruction, elle est physique, mais le combat a été spirituel. J'étais un tout petit peu triste, mais maintenant je suis tout à fait sereine. Alors j'ai envie de dire ici au sanctuaire marial de Simalène et dans l'église particulière du Cameroun, nous tenons le bon bout. Parce que c'est quand nous prions et que le Seigneur est content que les forces du mal se sentent ébranlées. Près de la moitié des taxis qui circulent dans la ville de Yaoundé n'ont pas de badge. Plus de 40% des chauffeurs de taxi actuels sont des aventuriers. Quand vous voyez, c'est des petits-enfants qui jouent avec les volants, ils conduisent mal, ils font le désordre. Cette situation a une explication. La production des badges devrait revenir au ministère des Transports. Le badge est dans un système d'arrêt où nous attendons que le ministère des Transports nous rappelle pour qu'ensemble, nous essayons d'arrêter ce qu'on peut faire pour le badge. Il y a également l'inconscience de certains taximens. Je n'ai pas de badge, juste comme je peux dire, c'est la négligence. C'est important de travailler avec le badge qui permet à beaucoup de clients de t'identifier. Pourtant, le badge limite les cas d'agression dans les taxis. Avant, nous travaillions avec la police. Avec le badge, on a démantelé des gangs. On a retrouvé des armes à travers le badge. La police a arrêté beaucoup des réseaux de vente de véhicules. Cet outil permet également d'assainir la profession. Le badge est important pour notre sécurité. Parce que quand nous entrons dans le taxi, la première chose, c'est de regarder le numéro du chauffeur. C'est à partir de ça qu'on peut savoir quel véhicule nous a agressés. Des instructions ont été données afin que l'ordre revienne dans le secteur. Le chef de l'État
a demandé au secrétaire général de la présidence de la relance du badge. C'est d'ailleurs le vœu des populations de la ville de Yaoundé qui souhaitent continuer de vaquer sereinement à leurs activités quotidiennes. Marc Brice est belge. À 10 ans, il commence à taper sur le ballon et retient l'attention du Beerschot Voetbal dans le sud de la ville qu'il a vu naître en mai 1962. Pendant 6 ans, il évoluera dans ce club comme défenseur. Devenu senior, l'enfant de Anvers offre ses services au club de son pays pendant 20 ans. Entraîneur depuis 1998, Marc Brice reste en Belgique jusqu'en 2007 avant de s'envoler pour les Pays-Bas. Le FC Eindhoven et le FC Den Bosch sont ces deux équipes néerlandaises les plus connues. Au pays des Oranges, il fera 3 ans. L'Arabie Saoudite l'aura pendant 3 saisons avec 3 clubs différents. Après ce court séjour dans le championnat saoudien, Marc Brice retrouvera ses premiers amours, le Beerschot, pour 2 ans. Le Haut-Louvain est son dernier club en date. Au pays des Lions indomptables, il dépose ses valises à l'âge de 62 ans. Il travaillera avec un staff rendu public. À ses côtés, quelques visages connus des Camerounais. François Omambiik, Alioune Boukar, Achou Cyprien Besson, Ngachou Ndjomo, Benjamin Banlok et Germain Noël Essengue, entre autres. Ce staff des Lions indomptables renouvelé est attendu au pied du mur.